Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Léa Tran, je suis pédiatre gastro-entérologue, référente médicale pédiatrique au sein de Plémara au CHU de Lille. Et je vais donc vous introduire le webinaire Prurit et cholestase, qui est donc soutenu par la plateforme d'expertise maladie rare Plémara au CHU de Lille, une plateforme qui a donc pour rôle d'orienter les médecins et les patients au sujet de maladies rares. Et donc, le CHU de Lille est donc le centre de compétences à la fois pour les atrésies des voies biliaires et cholestase génétique en pédiatrie, dirigé par le professeur Gautran, mais aussi maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes chez l'adulte, dirigé par le professeur Bouvet. Donc, autour de moi, nous avons trois experts médicaux. En premier, Madame Madeleine, docteur Madeleine Omar, qui va nous parler de la physiopathologie du prurit dans les cholestases et les cibles thérapeutiques. Ensuite, le professeur Gautran nous parlera du prurit dans les cholestases génétiques, les pics et le syndrome d'Alagille. Et monsieur professeur Alexandre Louvet parlera cette fois-ci du prurit au sein des cholestases de l'adulte, donc les cholestases gravidiques et la cholangite biliaire primitive. Et enfin, Madame Laura Dubroc, maman d'Oriana, une enfant de 3 ans et demi, nous partagera son expérience en tant que maman de patiente. Donc, Oriana est atteinte d'une cholestase intrahépatique progressive familiale type 2. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, il va essayer d'y répondre. Donc, Madame le docteur Madeleine Omar, moi aussi. Merci beaucoup. Effectivement, le sujet dont je voulais vous parler là aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre la physiopathologie du prurit, ce qu'il en est compris à l'heure actuelle dans ces cholestases, et donc de pouvoir individualiser les différentes cibles thérapeutiques que on peut avoir concernant les patients qui ont une cholestase. Pour commencer, il faut déjà comprendre bien les fonctions de la bile, les fonctions de la sécrétion biliaire, et puis avoir des idées de l'anatomie, un petit peu comment est-ce que les choses se situent. Donc la bile, elle est fabriquée par les hépatocytes, qui sont les cellules du foie, et elle va aller à travers le foie par des canaux rejoindre la vésicule biliaire dans laquelle elle est stockée. À l'arrivée du bol alimentaire, lorsqu'on mange, lorsque le bol alimentaire arrive dans le tube digestif, la vésicule biliaire se contracte et la bile va arriver ici au contact du bol alimentaire. Donc, une des fonctions de la bile, c'est d'aider à l'absorption notamment des graisses. Et dans les graisses, il y a aussi les vitamines qu'on dit liposolubles, les vitamines A, D, E et K, qui vont pouvoir être absorbées grâce à la bile. Dans la bile, il y a aussi un rôle de défense de la muqueuse avec des sécrétions d'immunoglobulines. La bile a aussi des propriétés antibactériennes et elle permet aussi une fonction d'épuration. Elle excrète à l'extérieur du corps humain les composés qu'on dit endobiotiques, c'est-à-dire qui sont fabriqués, qui sont le déchet du métabolisme, fabriqués par le corps humain, mais dont on n'a plus besoin en excès, dont on a besoin de se séparer, et puis les xénobiotiques qui vont être, par exemple, les médicaments, des toxiques présents dans l'alimentation, certaines toxines lipophiles, etc. Et puis la bile, elle a, et ça c'est une notion qui est un peu plus récente, elle a un rôle de signalisation aussi dans l'axe intestin-cerveau et donc qui passe par le foie. Elle permet de passer un certain nombre d'informations entre l'intestin et le cerveau. Les acides biliaires, donc, on a dit qu'ils étaient synthétisés dans le foie et ils vont passer dans le tube digestif une fois qu'ils sortent de la vésicule biliaire où ils sont stockés. Et dans ce tube digestif, ils vont être réabsorbés de façon active par des canaux pour être réutilisés dans le foie. On dit qu'il y a à peu près 95% des acides biliaires qui composent la bile qui sont réabsorbés et donc il y a une synthèse qui continue, mais uniquement des 5% restants. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur ce schéma qui est un peu plus zoomé à l'échelle de la cellule. Les acides biliaires, la bile est fabriquée dans les hépatocytes. Elle va sortir à travers les canaux biliaires par un certain nombre de transporteurs qui sont notés
ici, et puis qui vont descendre jusqu'au tube digestif. Du tube digestif, elles vont être réabsorbées, et les acides biliaires vont être réabsorbés, notamment grâce à ce fameux récepteur, ce fameux transporteur transmembranaire qui s'appelle ASBT, pour retourner ensuite par voie sanguine, par la veine porte, jusqu'au foie. La cholestase, c'est le fait d'avoir une perturbation, soit de la production de la bile, des éléments de la bile, soit de la circulation de cette bile à travers ce schéma que l'on vient de voir. Et donc, si on représente un hépatocyte, qui est l'usine qui fabrique ces acides biliaires, on va avoir des difficultés de circulation, c'est-à-dire ici c'est la sortie normalement de la cellule qui va partir vers la vésicule biliaire. Si on a des difficultés de circulation, on va avoir un stockage de ces acides biliaires qui vont rester dans l'hépatocyte et qui vont finalement sortir par voie sanguine, ce qui n'est pas leur voie habituelle. Dans ces constituants de la bile, on a bien sûr les acides biliaires, mais aussi d'autres éléments comme le cholestérol, les phospholipides, la bilirubine, qui est ce pigment jaune, les protéines et les électrolytes. Les conséquences d'une perturbation de production, d'une perturbation de la circulation de la bile, c'est que si la bile n'arrive pas dans le tube digestif, on ne va pas absorber les graisses, donc on va avoir des carences nutritionnelles, des nutritions, des carences en vitamines liposolubles, ADEK. On va avoir ces pigments qui vont arriver par voie sanguine et on va avoir une augmentation de la bilirubine dans le sang, une augmentation des autres constituants de la bile comme le cholestérol dans le sang et l'accumulation de ces acides biliaires dans les hépatocytes vont abîmer les hépatocytes et peuvent donner une fibrose, donc un foie qui s'abîme. Et dans les cholestases, un des symptômes les plus fréquents avec la fatigue, c'est aussi le prurite. Et donc le prurite, c'est cette sensation de démangeaison intense dont un certain nombre d'études ont montré un impact significatif du prurite sur la qualité de vie des patients qui étaient atteints de ces cholestases. Donc c'est les résultats d'une étude qui est assez récente, qui date de 2022, qui a regardé sur différents éléments, c'est le prurite, en fonction d'un prurite soit absent, d'un prurite intermédiaire ou d'un prurite sévère, en quel point sur différents aspects de la qualité de vie, l'aspect émotionnel, sur la présence des symptômes, sur la fatigue, sur l'aspect social ou sur les performances cognitives, la sévérité du prurite pouvait agir. Et on voit qu'il y a une corrélation nette avec à chaque fois une augmentation très importante de ces scores de fatigue émotionnelle, symptômes cognitifs sociaux en fonction de la sévérité du prurite. Les mécanismes du prurite, comment est-ce que ça se fait que d'avoir une cholestase, ça donne un prurite? C'est une physiopathologie qui est à l'heure actuelle pas parfaitement connue. Ce qui a été bien individualisé, c'est qu'il y a une voie spécifique de prurite, une voie neuronale, c'est-à-dire que la transmission de l'information prurite, elle se fait via des neurones spécifiques dont le travail est de donner l'information, ça gratte au cerveau. Et donc, c'est une conduction qu'on dit ascendante qui part de la peau qui est représentée ici, où il y a cette sensation qui est ressentie de prurite et qui va remonter en passant par la moelle épinière avec différents neurones relais jusqu'au cortex cérébral où l'information va être intégrée. Il existe des médiateurs de prurite qui, eux aussi, ont été individualisés. Et le schéma tel qu'il est compris et connu à l'heure actuelle, c'est que une sensation ressentie dans la peau par exemple, l'accumulation des acides biliaires, par la présence d'histamine, par la présence de sérotonine, va causer cette sensation, qui cause cette sensation de prurite, vont dépolariser ces fibres nerveuses, le premier neurone, qui par un certain nombre de neurotransmetteurs va transmettre l'information à un second neurone dans la moelle épinière et un troisième qui va sortir et donner l'information au cerveau. Et ce dernier neurone qui transmet l'information au cerveau, on sait qu'il est excité par les endorphines et par la sécrétion de sérotonine ou d'opioïdes qui sont
des médiateurs qui vont contre la sensation douloureuse. Donc la voie de la nociception, c'est la voie qui permet de sentir la situation, la sensation de douleur. Elle a des rapports très proches avec la sensation de prurite. Et lorsqu'on annule avec des mécanismes, des molécules qui annulent cette information de nociception, on excite la sensation de prurite. Donc il y a des situations de contrôle. Et on appelle ça des voies de régulation qui vont permettre de réguler à certains endroits de la transmission de l'information, les informations lorsqu'elles montent. On peut essayer de les annuler. Et donc, ça permet de moduler globalement la conduction du prurite à travers la corne et le cortex cérébral. Les moyens thérapeutiques dont on dispose à l'heure actuelle pour le prurite sont bien sûr, leur mise en œuvre va dépendre de la quantification du prurite et cette quantification elle n'est pas si simple parce que globalement c'est souvent des situations qui sont chroniques, ça gratte depuis de nombreuses années, ça gratte depuis le début de la maladie ou ça gratte depuis un diagnostic parfois depuis la naissance et donc l'intensité du prurite elle n'est pas forcément facile à coter. À l'heure actuelle, notamment en pédiatrie, il n'y a pas vraiment d'outils qui ont été validés dans l'appréciation de ce prurite, même si c'est absolument indispensable de réussir à objectiver son intensité pour adapter les traitements qu'on va proposer. Donc, il y a cette échelle visuelle analogique qui est très vieille, qui a plus de 30 ans, mais qui a été proposée pour pouvoir réussir à codifier et quantifier un peu la sensation de prurite et qui est actuellement utilisée toujours. Mais ça s'accompagne aussi d'une observation et d'un examen clinique. On va regarder l'intensité et la présence de lésions de grattage. On va observer le comportement et demander aux patients et aux parents du patient comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce qu'il est irritable? Est-ce qu'il arrive à suivre à l'école? Est-ce qu'il a des difficultés de concentration et quel est le retentissement sur le sommeil? Est-ce qu'il a de la difficulté à s'endormir parce que c'est difficile, ça gratte, ou est-ce qu'il est réveillé au milieu de la nuit à cause du prurite? Ça, c'est nécessaire avant de passer à des moyens thérapeutiques qui vont d'abord contenir des mesures générales. L'objectif, c'est d'éviter les sensations de prurite qui pourraient être données par d'autres éléments que la cholestase. Donc, la xérose, c'est-à-dire la sécheresse cutanée, on va la traiter. Dans ces cas-là, on va proposer des émollients de façon systématique, des crèmes sur la peau pour éviter qu'il y ait du prurite en plus lié à une sécheresse cutanée ou une sécheresse cutanée qui soit causée par un prurite chronique. On va essayer d'éviter les textiles qui grattent, comme les lainages. On va éviter les bains trop chauds. On va plutôt préférer des douches qui sont plus courtes et plutôt les mettre à température tiède. On va couper les ongles des patients pour éviter des excoriations importantes pour éviter des surinfections, mais aussi pour éviter d'entretenir le prurite. Et puis, s'il y a des dermatoses, donc des maladies de la peau qui sont secondaires ou qui sont associées à la cholestase, on va les traiter. Et puis, il existe aussi des traitements non spécifiques d'une voie ou d'une autre du prurite. C'est l'acide urso-désoxycholique qui est un des composants de la bile dont on va donc sursaturer la bile ou concentrer la bile avec plus d'acide urso-désoxycholique. Il a des propriétés qu'on dit cholérétiques qui aident à la circulation de la bile et il a des propriétés aussi inflammatoires et antiprurigineuses. On a d'autres moyens thérapeutiques qui vont dépendre de l'endroit du cycle sur lequel et des médiateurs sur lesquels on peut agir. Donc ici, sur ce schéma, sont représentés le premier axe avec les 3 neurones différents que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, le cycle entéro-hépatique avec les cellules du foie ici, les cellules de la vésicule biliaire, les cellules biliaires ici. Et puis, le tube digestif. Et donc, on avait dit que le foie fabriquait les acides biliaires et les composants de la bile, qu'ensuite, ils arrivaient dans le tube digestif et qu'ils étaient réabsorbés pour réarriver au foie. Et donc, on a la possibilité d'agir sur le métabolisme des acides biliaires. C'est la rifamycine, la rifampicine, rifadine, qui va permettre d'accélérer le métabolisme des lipides, des acides biliaires et qui va permettre de les éliminer plus facilement dans les urines.
on va avoir une résine échangeuse d'ions qui s'appelle la cholestéramine ou le questran, dont l'action, ça va être de piéger les acides biliaires et de les éliminer de façon préférentielle et plus concentrée dans les selles. On va pouvoir aussi réussir à moduler la perception centrale en agissant sur ce schéma et sur les différents neurotransmetteurs qui transmettent l'information prurite. On a par exemple la naltrexone. La naltrexone, c'est un antagoniste de la morphine. On a dit que lorsqu'on levait la sensation douloureuse, on activait les voies du prurite. Et donc, si on empêche la morphine d'agir, si on empêche les opioïdes naturels d'agir, on va avoir une diminution de l'excitation de cette voie de transmission du prurite. Il y a aussi les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, on va ici aller agir sur un autre neurotransmetteur de l'information qui est la sertraline et qui va pouvoir agir sur l'inhibition de la sérotonine. On a aussi la possibilité de proposer des thérapeutiques qui vont être plus invasives, plus anatomiques. On va essayer de dériver le flux biliaire et au lieu de le laisser faire son cycle entéro-hépatique et de continuer à être réabsorbé, on va le faire éliminer par exemple, un drainage nasobiliaire. Et donc, on élimine la bile à travers une sonde. Ou alors, on peut faire des dialyses, ça s'appelle l'épuration extracorporelle à l'albumine, ou la technique Mars, qui permet d'échanger et d'épurer du sang les acides biliaires pour éviter qu'ils ne soient trop concentrés et qu'ils stimulent le prurite. Et puis, dans certains cas, dans des prurites rebelles, avec une résistance à tous ces traitements-là, il est possible, et ça arrive, de proposer la transplantation hépatique pour guérir le symptôme prurite quand il a une conséquence importante sur la qualité de vie, la croissance ou le sommeil, par exemple. Et de façon plus récente, sont maintenant à disposition des nouvelles molécules, qui sont des molécules qui inhibent ce fameux transporteur ASBT, qui est le transporteur qui permet de réabsorber à travers les cellules, les entérocytes et les cellules du tube digestif, ces acides biliaires pour les réenvoyer vers le foie. Et lorsqu'on inhibe leur action, ces acides biliaires, de ce fait-là, ne sont plus réabsorbés, mais vont être éliminés dans les selles. Donc, pour conclure un peu sur le prurite et ce qui est connu sur le prurite à l'heure actuelle dans les cholestases, c'est un impact significatif sur la qualité de vie des patients et c'est pour ça qu'on s'en préoccupe. Il est d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'à la fois il emprunte sa propre voie neuronale, mais il a aussi différents étages auxquels on peut le stimuler. Et il y a des rapports qui sont étroits avec les sensations douloureuses et avec la voie de la nociception. Donc, c'est absolument indispensable de pouvoir évaluer et de réussir à quantifier le plus objectivement possible ce prurite pour pouvoir adapter les traitements. Les traitements spécifiques sont absolument indispensables pour pouvoir maximiser l'effet des traitements plus spécifiques qu'on va mettre derrière. Et ces traitements plus spécifiques vont avoir plusieurs cibles d'action. Et donc, on a plusieurs possibilités thérapeutiques, mais qui peuvent aller jusqu'à certaines possibilités qui sont très invasives, comme la transplantation. Et ces nouvelles molécules sont très prometteuses, les inhibiteurs de l'ASBT, puisqu'elles sont déjà actuellement mises sur le marché dans le syndrome d'Alagille et le PFIC, puisque c'est là où elles ont des effets qui ont été démontrés et connus. Merci beaucoup. Donc je prends la suite et cette présentation permet de la physiopathologie du prurite dans les cholestases, me permet d'aborder les trois cholestases pédiatriques, les trois familles de cholestases pédiatriques dans lesquelles le prurite est le plus en avant et le plus gênant. Et je vais partir du plus rarissime jusqu'au moins rarissime, au plus fréquent. Et ce que vous a présenté le docteur Omar va bien aider ma présentation. On va du coup commencer par les PFIC, qui sont les cholestases récurrentes familiales, progressives, le syndrome d'Alagille et finir sur l'atrésie des voies biliaires.
Pardon, un mot du coup sur les cholestases, et comme on vient de vous le dire, ça se définit par un défaut d'élimination d'un des constituants de la bile. Cliniquement, le warning, l'alerte doit être chez le petit, le nouveau-né, le nourrisson, doit être donné dès qu'un ictère dure plus de 10 jours. Vous savez que l'ictère est très fréquent chez les nouveau-nés, l'ictère physiologique, non cholestatique. Il s'arrête toujours avant 10 jours de vie. Donc un ictère qui persiste plus de 10 jours n'est pas un ictère banal. C'est un message qu'il faut garder en tête, qu'on informe, qu'on répète régulièrement. D'autant qu'il y a des selles décolorées. S'il n'y a pas de bile dans les tubes digestifs, les selles se décolorent. Le foie est souvent gros et les urines sont foncées. Vous voyez que l'incidence de ces maladies est extrêmement, toute cholestase réunie est extrêmement rare, 1 sur 2500 naissances. Mais elles sont potentiellement graves. Certaines de ces maladies nécessitent un traitement d'urgence, thérapeutique, médicamenteux ou chirurgical. On y reviendra sur l'atrésie des voies biliaires. Et le pronostic à court terme est en priorité représenté par l'atrésie des voies biliaires, qui nécessite une chirurgie, j'y reviendrai dans la fin de ma présentation, avant l'âge d'1 mois et demi chez l'enfant pour ralentir l'évolution, stopper l'évolution fibrosène, cirrhogène de cette affection. Donc commençons par l'ensemble. Oui, ça c'est un tableau pour vous montrer que les causes de ces cholestases sont extrêmement nombreuses. On distingue les cholestases d'origine extra-hépatique, les voies biliaires, mais la plupart, comme l'atrésie des voies biliaires, touchent également les voies biliaires intra-hépatiques. Elles ont toutes des gamma-GT élevés. Les pédiatres aiment beaucoup les gamma-GT pour suivre et démembrer ces pathologies cholestatiques. Et puis les causes intra-hépatiques, pour lesquelles on distingue celles avec des gamma-GT basses ou normales et celles avec des gamma-GT élevés. Vous voyez la liste très importante avec des maladies métaboliques, des maladies génétiques, un certain nombre des maladies endocriniennes, etc. On se focalise ici sur les trois essentiels qui donnent un prurite important. L'atrésie biliaire, les PFIC, dont on verra que certaines ont des gamma-GT élevés, d'autres non, et puis le syndrome d'Alagille qui est ici, mais vous voyez qu'il faut faire le tri dans toutes ces causes de cholestase très tôt chez l'enfant. Donc c'est un schéma qui vous a déjà été partiellement représenté, mais qui permet de résumer de façon très brève et schématique ce que c'est que ces cholestases intrahépatiques progressives familiales. Et donc, je me focalise, donc on est, selon les classifications, 9 ou 12 catégories différentes, et on apprend tous les jours des nouvelles sous-catégories de PFIC. J'ai pris les trois les plus classiques, peut-être les plus fréquentes et les mieux connues à ce jour. Donc, Madeleine vous a déjà montré, les acides biliaires dans le cycle entérohépatique reviennent via la circulation portale dans l'hépatocyte. Il y a une synthèse de novo dans l'hépatocyte de la bile, des acides biliaires qui arrivent ensuite. Et cet acide biliaire de l'hépatocyte doit aller vers la bile. Et ici, ce que vous voyez en jaune, c'est le pôle biliaire des hépatocytes. Et ensuite, les cholangiocytes, les cellules qui vont aller vers le cholédoque et le tube digestif. Et il faut, pour faire passer ces acides biliaires et les autres composés de la bile dans le tube digestif, dans le pôle biliaire de l'hépatocyte et ensuite dans le tube digestif, un certain nombre d'étapes métaboliques. On a vu la synthèse, une régulation et un trafic de ces acides biliaires et des transports canaliculaires, c'est-à-dire comment transporter du pôle biliaire de l'hépatocyte vers l'espace biliaire, vers l'espace, donc vers la bile, vers le pôle biliaire de l'hépatocyte. Et on a besoin d'un certain nombre de protéines, de transporteurs, qui, quand une mutation survient, vont donner une de ces maladies. PSEP pour être PFIC2, PFIC1, c'est FIC1, et la FIC3, c'est le gène MDR3. Donc, si je résume sur ce tableau brièvement ces PFIC, vous voyez qu'elles sont extrêmement rares, 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000. Donc, ces trois maladies qui peuvent exister pour le PFIC1 et PFIC2 sur un versant beaucoup plus bénin d'évolution sans fibrose qui s'appelle les bénignes BRIC1 et BRIC2, qui sont donc des mutations différentes des mêmes gènes. Donc, les gènes ont été parfaitement identifiés ainsi que leur localisation chromosomique et le déficit de ce gène amène à la synthèse d'une protéine défectueuse
FIC1, BSEP, MDR3, qui ont tout un rôle particulier dans l'expression au niveau du pôle biliaire, soit des acides biliaires, soit des phosphatidylcholines, bref, la composition de la bile. Et donc, là, une mutation sur un de ces gènes amène une synthèse anormale de ces protéines et donc un transport anormal des composés de la bile de l'hépatocyte vers la bile. Elles ont des caractéristiques communes, cliniquement un prurite, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là à présenter aujourd'hui, un ictère cholestatique, un gros foie, et pour certaines, les PFIC1, une atteinte extra-hépatique, ça peut toucher d'autres organes que le foie. Les gamma-GT sont normales dans les FIC1, FIC2, alors qu'elles sont élevées dans les FIC3. Les acides biliaires dans le sang s'accumulent, sont élevés. L'histologie est non spécifique, montrant une cholestase hépatocellulaire, une fibrose, voire une cirrhose. Et on a maintenant des techniques d'immunomarquage relativement accessibles qui vont marquer ces protéines par donc un marqueur immunologique qu'on peut visualiser sur la biopsie qui peut aider à montrer l'absence de la protéine MDR3, BSEP ou FIC1. On a des outils très rapides et efficaces actuellement pour confirmer le diagnostic en quelques semaines, quelques mois de biologie moléculaire qui vont sur des puces qui vont tester plusieurs de ces gènes jusqu'à l'analyse de l'exome complet quand on n'y arrive pas avec les puces existantes en France. Et on vous a déjà parlé du traitement qui est donc l'acide urso et le traitement du prurite avec aujourd'hui une place importante des IBAT car en raison de leur efficacité. Il y a aussi pour certaines de ces mutations des thérapies ciblées qui ont été identifiées, mais pour un petit nombre de malades qui ont des mutations bien particulières et des expressions hépatocellulaires bien particulières. Et on vous a parlé des dérivations biliaires ou de la transplantation hépatique quand tout ceci n'est pas suffisant ou que la maladie évolue. Donc un petit mot sur les différentes FIC. La 1 qui s'appelait bilaire en raison du nom du pédiatre qui l'a décrit dans des familles juives séfarades. Un ictère précoce dès les premiers mois de vie, un prurite extrêmement sévère au cours de la première année, les acides biliaires élevés avec un taux faible et normaux de gamma-GT, les carences en vitamine ADOK déjà mentionnées, une évolution vers la cirrhose possible et donc la transplantation, et la particularité de ces PFIC qui peuvent gêner notamment dans le cadre d'une transplantation et l'association à d'autres manifestations qui ne vont pas être forcément corrigées par la greffe hépatique, notamment la diarrhée chronique qui peut persister, voire être aggravée par la transplantation hépatique. Les PFIC2 ont des gamma-GT normaux comme la 1, le prurite est sévère, la cirrhose fréquente avant l'âge de 10 ans. Il existe des formes, comme je vous le mentionnais, plus intermittentes, plus légères, qui ont été identifiées, avec un risque dans cette forme-là, à très long cours, de quelques cas de cancer du foie qui ont été rapportés. La PFIC3 se caractérise par toujours un prurite, mais souvent plus modéré que les deux premiers types, un taux élevé de gamma-GT, des anomalies possibles des voies biliaires et de lithiase, et un phénotype très variable avec des formes sévères, précoces dès l'âge de nourrisson, mais des formes à la révélation beaucoup plus tardive, plus bénigne, chez l'enfant, l'adolescent, voire même l'adulte jeune, qui peuvent se manifester par des cholestases gravidiques et une évolution possible vers la cirrhose. Passons au syndrome d'Alagille, qui a été, c'est une maladie, elle, purement génétique, autosomique dominante, à pénétrance très variable. Les mutations sont sur le bras court du chromosome 20 et deux gènes ont été identifiés. JAK1, c'est un ligand et un récepteur Notch2 qui, en fait, impactent la signalisation donc Notch, qui est impliqué dans la différenciation des ductules au niveau du foie. Les ductules sont les petits canaux biliaires à l'intérieur du foie qui recueillent la bile avant de rejoindre les canaux plus grands, le cholédoque, la vésicule ensuite. Les critères cliniques doivent associer 3 des 5 signes majeurs, donc l'absence de canaux biliaires à l'intérieur du foie, des malformations cardiaques, des anomalies ophtalmologiques osseuses ou un faciès particulière et des critères mineurs qui quelquefois font le pronostic avec des atteintes notamment vasculaires qui peuvent être graves. Voilà une biopsie d'un foie normal. On est dans un espace porte. Vous voyez la veine porte qui est signalée ici, un canal biliaire avec son épithélium,
voyez une branche de l'artère hépatique. Et ici, dans un cas de syndrome d'Alagille, on voit bien l'artère, on voit bien la veine porte, et on ne trouve à aucun moment, ni en périphérie, ni dans l'espace porte, de canaux biliaires. Et quand plus de 50% des espaces portes sont dépourvus de canaux biliaires, ça définit le critère majeur d'hypoplasie ductulaire du syndrome d'Alagille. Le faciès, voilà les photos de la publication initiale de M. Alagille, un hépatologue pédiatre qui a décrit le premier au monde cette maladie. Des anomalies cardiaques, ici une sténose des branches de l'artère pulmonaire, ici à gauche, des anomalies vertébrales, des vertèbres en aile de papillon, et un embryotoxon, qui est cette petite ligne blanche que vous devinez ici, qui est un résidu de la membrane embryonnaire de Descemet, qui n'a aucune conséquence visuelle, mais qui est un des marqueurs de la maladie. La prise en charge est non spécifique, l'acide urso-désoxycholique, les vitamines liposolubles, la prise en charge nutritionnelle, puisque ces enfants ont souvent un retard de croissance, une petite taille, et ils ont souvent besoin d'une nutrition entérale, et le prurite qui est souvent sévère et invalidant chez ces patients. Je n'insiste pas sur l'ensemble de la prise en charge des autres atteintes digestives. L'évolution, on pensait que c'était une maladie très bénigne, et là vous avez le résultat d'un registre européen qui s'appelle GALA, qui a repris un grand nombre de patients avec un syndrome d'Alagille. Et vous voyez ici la survie sans greffe à 10 ans, qui est de 60%. 57% des enfants, des patients à l'âge de 10 ans sont survivants sans greffe. Ça veut dire qu'il y en a presque 1 sur 2 qui est décédé ou qui a une transplantation. Et à l'âge adulte, on est à seulement 40% de patients vivants sans greffe. Et donc, la greffe se pose. C'est rarement une indication d'une insuffisance hépatique terminale. C'est souvent pris en compte la qualité de vie, l'impact du retard de croissance et surtout du prurite chez ces patients. Les discussions sont au cas par cas et pas toujours aussi simples. Je termine sur l'atrésie des voies biliaires. Elle représente à elle seule 50% de toutes les cholestases. Je vous ai dit qu'il y avait pratiquement 90 ou 100 causes de cholestage chez un bébé. Une cholestase sur 2, c'est l'atrésie des voies biliaires. C'est une urgence chirurgicale. Le pronostic est conditionné par la précocité du traitement qui doit être fait avant 1 mois et demi, 2 mois maximum de vie. Donc, reconnaître cette cholestase est une urgence. Comment on fait le diagnostic? C'est le chirurgien qui fait le diagnostic. Vous voyez ici, lors d'une chirurgie, le chirurgien, voilà, une seringue avec un cathéter qui rentre dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est remplie. Vous voyez le canal cystique, vous voyez le canal cholédoque, et puis ici le duodénum qui se remplit. Et vous voyez à aucun moment le canal hépatique commun, le canal hépatique droit et gauche. C'est une authentique atrésie des voies biliaires. Le chirurgien, quand il a confirmé le diagnostic, continue la chirurgie. Vous voyez ces bébés de 2 mois qui a un foie très vert, très fibreux, déjà fibreux, voire cirrhotique. Et le chirurgien va disséquer le hile du foie. Il respecte bien sûr les vaisseaux. Vous avez ici la veine porte sur les petits lacs orange. Et va monter, c'est la diapo d'après, une anse montée intestinale pour aller drainer, vous voyez à nouveau ce foie très vert, très fibreux, pour pouvoir drainer la bile au niveau du tube digestif sur une anse montée qu'on voit sur ce schéma. Le diagnostic est donc une urgence et est repéré par la clinique. Des selles décolorées comme celle-ci ou celle-là, blanche mastique ou grise, doivent faire alerter sur une cholestase et une atrésie des voies biliaires, avec ici un méconium normal chez un petit enfant lillois. Il y a des campagnes nationales pour le dépistage qui est basée sur la couleur des selles, qui est soutenue par l'association, la MFE des patients, des petites affichettes qui s'appellent de l'alerte jaune qui sont affichées dans les PMI, dans les salles d'attente, et même dans le carnet de santé en cours en France depuis 2016, cette échelle colorimétrique qui veut alerter à partir de 4, 5, 6, 7, allez voir votre médecin, ne réfléchissez pas, n'attendez pas. Le retard diagnostique est très néfaste, négatif pour le patient. Qu'est-ce que ça devient une atrésie des voies biliaires? Sans greffe, vous voyez 25% à 25 ans, 30 ans. C'est le registre français de l'atrésie des voies biliaires, qui est un des plus gros registres au monde sur ce sujet, qui a montré ces chiffres-là. Et la survie, alors je ne rentre pas dans le détail, mais la survie des années plus récentes est meilleure, c'est les courbes du haut, alors que ça, c'est la cohorte historique de 2008 suivie en France. Et la survie est très bonne, mais le risque de transplantation, la probabilité d'être transplanté est de 85-90% dans cette maladie. Donc, pour conclure, il y a 3 priorités devant une cholestase néonatale.
Ils sont cholestatiques, ils manquent de vitamine liposoluble, carence en vitamine K. On injecte 10 mg de vitamine K et on réfléchit ensuite à la cause. Il y a des maladies métaboliques pour lesquelles un traitement urgent permet de limiter ou de réduire ou de corriger l'insuffisance hépatocellulaire. Et il faut éliminer le diagnostic d'atrésie des voies biliaires, qui est la hantise de l'hépatologue pédiatre. Une cholestase néonatale est en effet une atrésie des voies biliaires jusqu'à preuve du contraire et doit être adressée à un centre expert sans délai. Le prurite, pour revenir au sujet qui nous amène, est souvent invalidant, impacte le développement et la qualité de vie. Son traitement est symptomatique et les inhibiteurs de l'absorption des acides biliaires constituent une avancée récente majeure. Très efficace sur le prurite, nous reste au moins dans l'alagile et le PFIC, 1, 2, 3 et même les autres. Leur efficacité sur l'histoire naturelle de la maladie, est-ce que ça va limiter les risques de transplantation, reste à déterminer. Voilà, je peux peut-être te passer la parole, mon cher Alexandre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et du coup, je vais vous parler de deux pathologies qui sont des pathologies de l'adulte, pour le coup, qui entraînent également du prurite, donc la cholestase gravidique et la cholangite biliaire primitive, qu'on appelait avant cirrhose biliaire primitive, mais fort heureusement en 2024, on fait le diagnostic sans que la cirrhose ne se développe, dans l'immense majorité des cas, ce qui fait que la pathologie a été renommée, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, je commence par la cholestase gravidique ou cholestase intrahépatique de la grossesse, cholestase aiguë gravidique. C'est une pathologie qui a beaucoup de terminologies différentes, mais c'est la même entité. Alors, c'est quand même une pathologie qui est relativement fréquente et qui est un peu méconnue, surtout quand les symptômes particuliers de prurite ne sont pas au premier plan, ce qui arrive assez régulièrement. Alors, en fait, comme pour toutes les pathologies hépatiques de la grossesse, le point le plus important, c'est d'évaluer à quel stade de la grossesse se trouve la femme enceinte au moment où on diagnostique les anomalies du bilan. Pourquoi ? Parce qu'entre le premier, le deuxième et le troisième trimestre, eh bien, les hypothèses responsables des anomalies du bilan hépatique sont complètement différentes. La cholestase gravidique, c'est une pathologie de la deuxième partie de la grossesse. Ça n'arrive quasiment jamais, hors circonstances génétiques très très particulières, en début de grossesse. Et alors, antérieurement, le signe d'appel, ça tombe bien, c'est le sujet de ce soir, c'était en effet les démangeaisons, le prurite. Maintenant, le fait qu'on fasse un peu plus souvent des bilans biologiques, en particulier des bilans biologiques hépatiques aux femmes enceintes par rapport à il y a quelques années, là, parfois, on identifie des anomalies du bilan hépatique avant même que le prurite n'arrive. Alors, le point qui est important, c'est que, en dehors de circonstances génétiques bien particulières, et j'y reviendrai, il y a une disparition totale des symptômes, qu'il s'agisse des symptômes cliniques, donc le prurite, ou des symptômes biologiques, les anomalies biologiques, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, après l'accouchement. Si les anomalies du bilan hépatique persistent dans les jours qui suivent l'accouchement, il faut remettre en question le diagnostic de cholestase gravidique et c'est évidemment très important pour le suivi ultérieur de la jeune maman pour s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie hépatique chronique. Alors l'incidence, elle est globalement aux alentours d'1%. Alors il y a des différences génétiques importantes, j'y reviendrai. C'est jusqu'à 4% en Amérique du Sud, dans les populations andines, notamment des hauts plateaux andins en Bolivie, au Pérou. Et c'est un peu moins sur le continent africain ou en Asie du Sud-Est. On connaît mal la physiopathologie. Il y a un rôle très probable des estrogènes, puisque finalement l'exposition estrogénique pendant la grossesse augmente beaucoup, et les estrogènes interfèrent avec le fonctionnement d'un certain nombre de transporteurs biliaires, en particulier ceux qui sont codés par les gènes ABCB4, ABCB11 et ATP8B1, dont M. Boutran vous a parlé. Alors, ces mutations génétiques, on ne sait pas très bien à quelle fréquence elles surviennent au cours de la cholestase gravidique. Il est rapporté une fréquence de 25%, mais il faut reconnaître qu'on ne fait pas d'analyse génétique à toutes les femmes enceintes qui présentent une cholestase gravidique. Donc peut-être en fait qu'on sous-estime la fréquence de ces mutations génétiques responsables des symptômes de cholestase gravidique. Alors, les signes cliniques, je vous parlais du prurite. Habituellement, on dit que c'est un prurite qui commence par la paume des mains et la plante des pieds. Mais il y a quand même une grande variabilité d'une femme à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que quand le diagnostic n'est pas posé, le prurite a tendance à se généraliser et devient finalement tout à fait diffus. Comme je vous le disais, c'est une pathologie qui survient dans la deuxième partie de la grossesse, donc
habituellement après la 25e semaine d'aménorrhée. Toutefois, il y a des différences si cette cholestase gravidique est causée par une maladie génétique, mutation génétique, devrais-je dire, ou en l'absence de mutation génétique. Contrairement à il y a quelques années, c'est tant mieux, l'ictère, la diarrhée, la stéatorrhée, on n'en voit quasiment plus, notamment parce que le diagnostic est fait plus tôt et le traitement est débuté rapidement. Et puis, je l'évoquais antérieurement, les symptômes disparaissent rapidement après l'accouchement. Il peut persister un peu de prurite et des anomalies du bilan dans les 48-72 heures qui suivent l'accouchement, mais après, on va dire, après la première semaine, il faut vraiment que les symptômes aient totalement disparu et que le bilan biologique hépatique se soit normalisé pour être certain qu'il n'y a pas une autre pathologie hépatique sous-jacente. Alors, les signes biologiques, alors ça paraît paradoxal parce qu'on parle de cholestase gravidique, donc on s'attend à ce qu'il y ait une cholestase biologique, donc en clair une augmentation des gamma-GT, des phosphatases alcalines. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, ça entraîne plutôt une cytolyse. Alors, je ne sais pas si on pourrait appeler ça cytolyse gravidique, mais en pratique, c'est quand même un défaut d'expression des acides biliaires qui est responsable du prurite. Et donc, il y a bien un mécanisme physiopathologique de cholestase, alors même que biologiquement, on est plutôt dans un contexte de cytolyse hépatique, donc d'augmentation des transaminases. C'est le plus souvent les alates qui sont augmentées. Les gamma-GT, en règle générale, elles sont plutôt basses ou très légèrement augmentées. Alors, M. Gautran vous a parlé des mutations du gène ABCB4. Quand cette mutation du gène ABCB4 est présente, eh bien, les gamma-GT souvent sont un peu plus élevés que quand il n'y a pas de mutation du gène ABCB4. Donc, ça, pour nous, c'est un petit point qui nous fait évoquer la possibilité d'une mutation génétique, en dehors, bien entendu, du contexte familial, puisque quand il y a une mutation génétique, il y a fréquemment des situations de cholestase, gravidique pas d'ailleurs, chez les femmes de la famille de la femme. La biopsie, on ne la fait plus, à la limite, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin. En règle générale, il y a une cholestase, ça paraît assez logique, mais en fin de compte, il y a souvent peu de lésions histologiques à la biopsie. Alors, le risque principal, outre le désagrément que ça apporte à la maman, et Dieu sait que ça peut être très, très invalidant, ce prurite pendant la deuxième partie de la grossesse, le risque principal, c'est un risque pour le bébé à naître. Pourquoi? Puisque la plupart des études ont mis en évidence une augmentation des accidents obstétricaux au sens très large quand il y a une cholestase gravidique par rapport à une grossesse normale. Alors, ça se manifeste par beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir une coloration verte du placenta par l'accumulation de la bile, un passage méconial dans le liquide amniotique, et puis ce qu'on craint le plus, c'est évidemment l'accouchement prématuré, voire malheureusement la mort in utero. Et c'est une complication évidemment gravissime, mais malheureusement qui est pas si rare que ça. D'où l'importance de faire le diagnostic tôt, de débuter le traitement au plus vite, et puis je vais en parler un petit peu plus tard dans la partie thérapeutique. Alors, ce qui est assez clair, même si c'est un peu débattu par les études un peu plus récentes, c'est que plus l'atteinte biologique hépatique est importante, plus le taux d'acide biliaire est élevé, plus le risque d'accident pour le fœtus est élevé. Alors, il semblerait, oui, c'est une étude qui est un peu ancienne, 2004, ça a quand même 20 ans, mais c'était quand même finalement encore assez vrai. Il semblerait qu'il y ait deux seuils qui majorent les risques fœtaux, c'est 40 micromoles d'acide biliaire et 100 micromoles d'acide biliaire. Évidemment, plus la quantité est élevée, plus le risque est élevé. Il y a un bémol à ça, c'est que quand on dose les acides biliaires, évidemment, il faut toujours faire le dosage à jeun. Je crois que c'est vraiment un message hyper important. Le deuxième, c'est que la prise d'acide biliaire au sens très large, et Madeleine Noir vous a parlé de l'acide urso-désoxycholique, quand on prend de l'acide urso-désoxycholique, on enrichit la bile en acide urso-désoxycholique et du coup, on augmente le taux plasmatique d'acide biliaire. Donc, il faut être évidemment vigilant sur l'interprétation de ce taux plasmatique. Antérieurement, pour vous dire, on décidait même de déclencher l'accouchement sur le taux des acides biliaires. Maintenant, on ne fait plus, c'est vraiment des discussions collégiales avec de multiples arguments, mais avant, simplement un taux d'acide biliaire élevé, en particulier au-dessus de 40 à 50, faisait discuter fortement la nécessité de devoir déclencher l'accouchement. Alors, la vraie question, c'est quand est-ce qu'il faut prévoir de déclencher la grossesse en situation de cholestase gravidique? Alors,
il y a un relatif consensus maintenant pour aller un petit peu plus loin qu'il y a quelques années. Avant, on disait à partir de 36 semaines, c'est bon, hein, on peut déclencher l'accouchement. Il semblerait qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Alors, c'est évidemment toujours des discussions au cas par cas, avec des données de morphométrie fœtale, et puis évidemment les symptômes cliniques et biologiques que présente la maman. C'est vrai qu'en règle générale, quand on arrive à atteindre 37 à 38 semaines, on considère l'objectif. Et donc l'acide urso-désoxycholique qui est ici, je vais vous en parler un petit peu plus loin, et un point. Alors quoi qu'il en soit, quand on diagnostique une cholestase gravidique et qu'on arrive vers la fin de la grossesse, il faut penser à la supplémentation en vitamine K. M. Vautran l'a évoqué, c'est un point important dans toutes les cholestases. Il faut surveiller, bien sûr, le fœtus, même si malheureusement, on manque d'éléments qui permettent de prédire la mort in utero, qui est pas si rare que ça, malheureusement. C'est quand même pas un événement fréquent. Et c'est évidemment très frustrant, parce qu'on aimerait pouvoir l'identifier, mais malheureusement, il y a encore de temps en temps en France, tous les ans, des bébés, malheureusement, qui décèdent in utero à cause de la cholestase gravidique. L'extraction fœtale, j'en ai parlé, mais encore une fois, c'est une discussion au cas par cas. Et puis, l'acide urso, notre meilleur ami dans les cholestases, qu'on soit pédiatre ou médecin d'adulte, ça marche bien, ça marche même très bien pour la cholestase gravidique. Alors ça, c'est une méta-analyse qui, en fait, a évalué les essais randomisés qui avaient déterminé l'efficacité de l'acide urso-désoxycholique par rapport à un placebo. On va faire simple, quel que soit le critère, de l'acide urso, ça marche. Ça améliore le bilan biologique hépatique, ça diminue le prurite, alors sans forcément le faire disparaître totalement. Une disparition totale du prurite est possible. Elle est un peu plus délicate quand il y a une mutation des transporteurs biliaires, mais j'y reviens. Et globalement, c'est un traitement qu'on propose de débuter dès le diagnostic de cholestase gravidique. Alors, il y a un vrai débat sur la dose de l'acide urso. Pendant longtemps, la dose qui a été utilisée, c'était 800 mg d'ursolvant, parce que c'était le seul qui était utilisé. Maintenant, on utilise plutôt l'acide urso à une dose qui se rapproche des doses dites CBP, c'est-à-dire 13 à 15 mg kg jour, et je reviendrai en parlant de la CBP dans la deuxième partie de la présentation. Je vous ai parlé du bénéfice de l'acide urso pour la maman, c'est-à-dire la diminution du prurite, la diminution des transaminases. Eh bien, il y a aussi des bénéfices fœtaux. On arrive à aller plus loin dans la grossesse. Donc, on diminue le risque de prématurité grâce à l'acide urso. On diminue le séjour en réanimation néonatale, puisqu'évidemment, on arrive à aller un petit peu plus loin dans la grossesse, monsieur. Et les risques de détresse respiratoire et de souffrance fœtale également sont améliorés par l'acide urso-désoxycholique. C'est un bon médicament. J'aime bien dire aux patients et aux patientes qu'on en a tous dans la bile. Donc, comme on en a tous dans la bile, on peut en prendre. On peut en prendre pendant longtemps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de toxicité de ce médicament. Même si parfois, une dose importante d'acide urso entraîne des petits désordres digestifs qui sont, en règle générale, gérés. Question aussi. Alors, comme je vous disais, l'acide urso au cours de la cholestase gravidique, en fait, ça augmente le taux d'acide biliaire. Donc, il faut se poser la question éventuellement d'une chromatographie. La chromatographie, elle va mesurer la fraction de chaque acide biliaire dans le pool total des acides biliaires plasmatiques. Donc, ça peut être intéressant, notamment pour évaluer l'observance thérapeutique, notamment pour voir s'il ne faut pas proposer des doses plus importantes d'acide urso. En pratique, si je peux vous donner une petite idée, moi, une chromato des acides biliaires, j'en demande à peu près 2 fois par an. C'est quand même pas une prescription fréquente. Alors, on peut utiliser le questran, donc la cholestéramine dont vous a parlé Madeleine, pour finalement venir bloquer, attraper les acides biliaires dans la lumière digestive. Il y a un point qui est très important, et ça c'est valable quelle que soit la pathologie pour laquelle on propose un traitement par l'acide urso-désoxycholique, c'est qu'il faut respecter un délai minimal entre la prise de questran et la prise de l'acide urso-désoxycholique, parce que si les deux substances sont prises en même temps, finalement le questran va venir bloquer l'acide urso-désoxycholique dans le tube digestif et il ne sera pas absorbé. Donc on recommande un minimum de 2 heures entre la prise du questran et la prise de l'acide urso. Et si on peut faire 3 heures, c'est pas mal. Il nous est arrivé d'avoir recours à la dialyse à l'albumine. Madeleine nous a parlé du système Mars. Ça permet parfois de gratter, si vous me passez l'expression, il n'y a pas de jeu de mots, mais gratter quelques semaines
pour une femme enceinte qui malheureusement se gratte énormément, et ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la grossesse de façon à optimiser les chances de se rapprocher du terme et minimiser les risques futurs. Alors, la prise en charge, elle est bien codifiée par l'Association européenne des pathos, dans cette, qui s'appelle l'ESL. Dans ce document de 2023, c'est un document qui est très bien fait, it is in English. Sorry about that, mais c'est vraiment très très bien fait. Donc, si le sujet vous intéresse, vous allez voir les algorithmes, la présentation, les tableaux, l'analyse de l'article vraiment particulièrement intéressante. Alors, le point qui est important, c'est que la cholestase gravidique, je le disais en introduction, le plus souvent survient sans prédisposition génétique particulière. Néanmoins, quand il y a des petits éléments qui nous font tiquer, dire ah, là quand même c'est un peu inhabituel, il faut penser aux mutations des transporteurs biliaires dont Madeleine Noir et M. Bertrand vous ont parlé. En gros, quand une femme enceinte se gratte, qu'est-ce qui nous fait dire attention, il faut peut-être penser à une mutation des transporteurs biliaires? Je reviens sur l'élévation des gamma-GT. Finalement, là, on revient surtout sur la mutation du gène ABCB4 qui code pour le transporteur biliaire MDR4. C'est un peu inhabituel d'avoir un taux de gamma-GT. Bien entendu, si les anomalies biologiques hépatiques, et encore plus le prurite, persistent après l'accouchement, ce dont je vous rebats les oreilles depuis tout à l'heure. Donc ça, en effet, il faut penser à une mutation génétique de ce point de vue. Et puis, bien entendu, si dans la famille, il y a des antécédents de cholestase gravidique chez la maman, chez une tante, chez une grande sœur, s'il y a des antécédents de cholestase, alors de cholestase familiale progressive, ça c'est la situation évidemment à laquelle il faut toujours penser, mais des choses comme une cholestase suite à une prise d'un contraceptif oral, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure du rôle des estrogènes. Quand on prend des estrogènes et qu'on a une mutation des transporteurs biliaires, quand on est adolescente, on se met à se gratter à cause des estrogènes. Ça, c'est aussi un point qui doit faire évoquer la possibilité d'une mutation des transporteurs biliaires. Donc là, la recherche génétique se fait avec votre pédiatre préféré ou votre hépatologue préféré sur un bilan. Alors, je vais passer à la cholangite biliaire primitive. Donc, il ne s'appelle plus cirrhose biliaire primitive, tant mieux, parce qu'on ne fait plus le diagnostic au stade de cirrhose en 2024 et c'est très bien comme ça. Alors, c'est une maladie qui est relativement fréquente, avec une pathologie qui est hyper compliquée, qu'on ne connaît pas bien. C'est probablement une pathologie dysimmunitaire. Est-ce que c'est une vraie maladie auto-immune? Il y a des débats, il y a des auto-anticorps qui font penser à de l'auto-immunité, mais les mécanismes immunitaires qui sous-tendent le développement d'une cholangite biliaire primitive chez l'adulte ne sont pas clairs. Alors, ce n'est pas une maladie de l'enfant. Autant la cholangite sclérosante primitive, qui est une autre maladie inflammatoire des voies biliaires, peut survenir chez l'enfant, alors pas le tout petit enfant, mais bon, on va dire le grand enfant et l'adolescent, autant la CBP, c'est vraiment une maladie de l'adulte. Je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie parce que d'une, j'en serais pas capable, et de deux, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup trop de flèches et beaucoup trop de couleurs pour que ça puisse être expliqué clairement en l'espace de quelques minutes. C'est une maladie inflammatoire des voies biliaires. La cause, comme je disais, elle n'est pas connue. Il y a plein de pistes qui ont été évoquées parce que c'est une maladie qui touche surtout la femme. Alors on s'est dit, si ça touche la femme, si ça touche peut-être les femmes qui sont prédisposées d'un point de vue immunitaire, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment auto-immun, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui explique la survenue dans certaines civilisations, parce que ça ne touche pas toutes les civilisations au monde non plus, c'est une pathologie occidentale, est-ce qu'il n'y a pas des polluants, des cosmétiques, des substances de l'environnement non identifiées qui pourraient favoriser la survenue de la cholangite? Il faut reconnaître qu'actuellement, il y a plein d'hypothèses qui ont été suggérées, aucune n'est vraiment complètement connue. Ce qui est sûr, et c'est tant mieux, et ça explique aussi pourquoi la pathologie a été renommée, c'est qu'en 2024, on diagnostique la pathologie en contexte de prurite, d'asthénie ou éventuellement de syndrome sec. Le syndrome sec est vraiment très très fréquent au cours de la cholangite biliaire primitive. Et on ne fait plus le diagnostic, fort heureusement, au stade de cirrhose décompensée avec un ictère, une acide et une altération d'état général. Alors, ça c'est toujours le SL, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le SL, je suis membre, je ne suis pas dans le sein des seins de l'association.
l'ESL a vraiment bien clarifié les critères diagnostiques de la CBP. Alors, je vous disais tout à l'heure que finalement, on diagnostiquait cette CBP plutôt en contexte de prurite et d'asthénie, donc des symptômes finalement pas très, très spécifiques. Et puis, parfois, le médecin traitant, en allant un peu à la pêche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes, le patient dit, ou la patiente plutôt, dit, ben voilà, je suis fatigué, ben, on fait un bilan et puis on demande un bilan hépatique. Alors, ce qui va accrocher un petit peu le regard, si on peut dire, sur le bilan biologique, c'est la cholestase. Alors, en particulier l'élévation des phosphatase alcalines, mais aussi des gamma-GT. Et vous voyez que dans cet algorithme de l'Association européenne des pathos, on rentre, entre guillemets, dans l'algorithme diagnostique par l'élévation des phosphatases alcalines, donc ALP en anglais. Alors, relativement rapidement, quand on identifie en contexte d'asthénie ou de prurite une cholestase, donc une élévation des phosphatases alcalines et des gamma-GT, c'est encore plus vrai chez une femme et encore plus vrai après 40 ans, eh bien, il faut faire un dosage des anticorps antimitochondrie, AMA en anglais. Il s'agit d'anticorps qui sont extrêmement spécifiques du diagnostic de cholangite biliaire primitive et ça permet de faire le diagnostic et de poser le diagnostic. En 2024, il n'y a plus besoin de faire de biopsie de foie pour faire un diagnostic de cholangite biliaire primitive en situation typique. Il suffit d'avoir une cholestase et des anticorps antimitochondrie positifs. Alors, dans de très rares cas, les anticorps antimitochondrie sont négatifs, mais il y a d'autres auto-anticorps, en particulier les anticorps anti-GP210 et les anticorps anti-SP100. Ça reste quand même une minorité de situations. Parfois, on a besoin de biopsie, mais c'est vraiment extrêmement, extrêmement minoritaire, fort heureusement. Alors, cette CBP, finalement, le diagnostic le plus souvent, c'est pas beaucoup de symptômes, cholestase et anticorps antimitochondrie positifs. Il y a quand même, dans certains cas, des complications, parce que le patient peut avoir un petit peu négligé les symptômes, le médecin qui l'a pris en charge n'a pas forcément pensé au diagnostic, c'est plus si fréquent que ça. Et parfois, on peut identifier un ictère, une ascite ou éventuellement des xanthelasma, ces petits dépôts graisseux au niveau des paupières. Et parfois, c'est ça qui, en fait poser le diagnostic. Le dermatologue voit le patient, il dit voilà, mais dites, vous avez quand même des lésions qui font penser à quelque chose de cholestatique, faisons un bilan biologique et on fait le diagnostic de cholangite biliaire primitive à cette occasion. Il y a des associations avec un certain nombre d'autres pathologies du champ auto-immun, en particulier le syndrome de Gougeot-Sjögren, on parlait du syndrome sec. Le syndrome sec peut être présent sans correspondre à un vrai syndrome de Gougeot-Sjögren. La bouche sèche et les yeux secs, c'est vraiment quelque chose de fréquent au cours de la CBP. La sclérodermie est également très fréquente en association. Et puis, la pathologie auto-immune la plus fréquemment associée à la cholangite biliaire primitive, ce sont plus exactement les anomalies thyroïdiennes, en particulier l'hypothyroïdie, la thyroïdite de Hashimoto. Alors, biologiquement, je vous le disais, c'est une cholestase. Hein. Il peut y avoir une cytolyse qui est souvent moins importante. Et puis, en fonction de l'atteinte hépatique, peuvent survenir des signes d'hypertension porte ou d'insuffisance hépatocytaire. Le cholestérol est éliminé par voie biliaire. Donc, comme pour toute cholestase chronique, peut se développer une hypercholestérolémie totale, et en particulier du cholestérol HDL, pas spécifique de la cholangite biliaire primitive. Ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, il y a des études sur le sujet, cette élévation du cholestérol total et du cholestérol HDL n'est pas associée à une augmentation très significative des événements cardiovasculaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si le bilan biologique, parfois, est assez impressionnant, hein, avec des taux de cholestérol qui peuvent dépasser 3 grammes, de manière pas exceptionnelle. De manière spécifique, une élévation de moi, c'est bon pour moi de la maladie. C'est mon permis de penser ici. Alors, je vous parlais de ces anticorps antimitochondrie, donc ils sont présents quand même dans 95% des cas des patients qui ont une cholangite biliaire primitive. C'est 0,5% de la population générale. Mais ils peuvent également être présents sans qu'il n'y ait de cholangite biliaire primitive. Donc, quand dans un bilan biologique systématique, on trouve des anticorps antimitochondrie, mais que le bilan hépatique est normal, donc il n'y a pas de cholestase, il n'y a pas de CBP. Dans ces cas-là, ce qui est préconisé, c'est de faire un bilan
hépatique annuelle. C'est les travaux de l'équipe de Saint-Antoine à Paris qui montraient que finalement une minorité de patients allait in fine développer une authentique cholangite biliaire primitive. Ça peut également être présent au cours de l'hépatite auto-immune, j'en parle pas par manque de temps. Les autres auto-anticorps, je vous en parlais, c'est surtout les anticorps anti-SP100 et les anticorps anti-GPI210. Je crois que le message pratique le plus important pour ces auto-anticorps, c'est que quand vous identifiez chez un patient qui a des anomalies du bilan hépatique, des auto-anticorps, il est utile de les faire confirmer par un laboratoire d'immunologie de référence, notamment un laboratoire de CHU, même s'il y a des laboratoires privés qui font d'excellents dosages des auto-anticorps. Il ne faut pas hésiter à pousser un petit peu le biologiste dans ses retranchements pour préciser la spécificité des auto-anticorps, parce que ça, c'est extrêmement utile pour préciser le diagnostic de l'hépatopathie auto-immune. Alors, un point qui est également très important, d'autant plus que la cholangite biliaire primitive touche plutôt la femme après 40 ans, c'est qu'il y a un risque d'ostéopénie qui est important. Vous voyez que les patientes qui ont une CBP, dans cette étude espagnole, il s'agit des histogrammes gris, avaient beaucoup plus souvent une baisse de la trame osseuse que les patientes contrôle du même âge. Donc, il faut penser à l'ostéopénie, il faut faire des densitométries osseuses. C'est très important parce qu'il y a un risque de fracture ostéoporotique important au cours de cette pathologie. Et puis, je vais terminer avec l'évaluation de la fibrose et le traitement. Le bon examen, donc, pour préciser l'atteinte histologique, c'est le fibroscan, l'élastométrie. C'est un examen très simple. Ça marche très bien. Et l'équipe de Saint-Antoine, encore, qui est un peu la mecque des maladies auto-immunes du foie, a montré que l'évaluation par fibroscan permettait de définir la présence de la cirrhose et d'analyser de manière séquentielle le risque évolutif de cette maladie, si le traitement notamment ne fonctionne pas. Le traitement, c'est l'acide urso, et puis également les mesures associées selon la cholestase, mais je ne vais pas y revenir. Alors, voilà l'algorithme qui est proposé par l'ESL. Encore une fois, le document est très bien, publié dans l'Hépatol en 2017, si le sujet vous intéresse. Et en pratique, donc cet acide urso-désoxycholique, on l'utilise à 13 à 15 mg par kilo et par jour, à prendre pendant les repas à distance de la cholestéramine. Et la tolérance est excellente en dehors de la diarrhée qui peut survenir parfois. Il y a à peu près 30 à 40% des patientes qui ne vont pas tirer bénéfice de l'acide urso et qui gardent des anomalies du bilan hépatique après 1 an de traitement. En particulier, un taux de phosphatase alcaline à plus de 1,5 fois la norme. Dans cette situation, il y a 2 molécules qui peuvent être utilisées. J'y reviendrai. La dose, donc, elle est ici, 13 à 15 mg kilo. Traiter moins, c'est moins bien. Traiter plus, ça n'a aucun intérêt. Quand le traitement ne fonctionne pas suffisamment bien, il faut vérifier l'observance et les dystéroïdies. Et sous traitement, le bilan biologique s'améliore rapidement. Vous voyez qu'il y a 90% de l'effet qu'observé à 1 an. Et 25% des patients ont un bilan hépatique normal à 2 ans. Et pour finir, donc les 2 derniers médicaments qu'on peut utiliser, qui sont récents, donc c'est le bézafibrate, vieux médicament mais qui marche très bien, chez des patients qui n'ont pas de réponse suffisante à l'acide urso, 400 mg par jour. Et puis l'acide obéticolique, alors actuellement, on a des difficultés à l'obtenir, donc je ne vais pas aller trop loin là-dedans. C'est évidemment du ressort du spécialiste. C'est un médicament qui marche bien également pour prévenir l'apparition de la fibrose. Et puis je termine avec les nouveaux développements, qui sont donc 2 nouveaux médicaments qui vont arriver, le Seladelpar et l'Elafibranor. Pour l'instant, il n'y a pas tout à fait accès, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Les inhibiteurs de l'ASBT-IBAT, on en a parlé, pour l'instant, c'est des traitements des symptômes. Leur place n'est pas bien précisée, il n'y a pas d'AMM pour la cholangite biliaire primitive actuellement. Et en cas de transplantation, évidemment, on peut avoir, en cas de cirrhose décompensée, pardon, on peut avoir recours à la transplantation hépatique. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. Donc moi, je viens témoigner à double raison. Donc j'ai eu 2 cholestases gravidiques pour mes 2 grossesses. Et donc ma deuxième, Oriana, est atteinte d'une PIC2 qu'on a découverte très tôt, aux alentours d'1 mois et demi, 2 mois. Donc dans mon cas, pour mes cholestases gravidiques,
La première a été diagnostiquée à 26 SA, mais ça faisait 2 semaines que je me démangeais tout le temps. Mais j'ai retardé les consultations parce que pour moi, c'était un problème de peau sèche ou dû à des travaux à la maison et donc de la poussière assez importante. Mais malheureusement, c'était bien une cholestase. Donc rapidement, les traitements ont été mis en route, l'acide urso, etc. J'ai aussi eu le Questran, l'Atarax, mais le prurite était toujours très important. Jusqu'au bout, ce qui a déclenché un accouchement prématuré pour la première grossesse à 36 SA et pour la deuxième à 35, donc pour Oriana. Le prurite était là surtout la nuit. Dans mon cas, c'était à me réveiller, à me gratter avec un peigne, avec ce que je pouvais trouver d'assez fort pour me gratter puisque mes ongles ne suffisaient plus. Surtout effectivement au niveau des pieds et des mains, mais finalement ça s'est terminé par partout, ce qui a donc suscité la question du déclenchement prématuré de mes accouchements. En ce qui concerne Oriana, ce qui nous touche maintenant, puisque on va dire que moi j'ai pu passer à autre chose, mais pour Oriana on est toujours dedans et je pense qu'on y restera encore un petit moment. Le prurite, c'est du non-stop pour elle. Et la nuit, là, ça fait 1 an qu'on ne trouve pas de moyen de l'apaiser. Des nuits donc très entrecoupées, elle se met à hurler. Elle se réveille, elle se met à hurler parce que ça la gratte. Elle descend dans notre lit, ça me gratte ici, non, ça me gratte là. Elle devient, du coup, la journée, forcément, elle n'a pas son temps de sommeil, donc la journée, elle est très irritable, ça la gratte aussi. La première chose qu'elle fait quand elle rentre de l'école, c'est se déshabiller pour pouvoir se gratter à son aise. Parce qu'à l'école, je pense qu'elle arrive à se contenir quand même, mais voilà, c'est très, très compliqué et pour elle et pour nous. On constate, nous, à la maison, qu'elle a du mal à tenir en place. Clairement, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'occupe tout le temps. Voilà, faire un jeu au calme, elle ne va pas y arriver. C'est très, très complexe. À l'école, a priori, ça va. Elle arrive, je pense que c'est l'effet de groupe aussi qui fait que voilà, elle essaie de se contenir, mais en tout cas, cette année, ça va. L'année dernière, il y avait des petits échos où les démangeaisons reprenaient le dessus aussi à l'école, mais pour le moment, cette année, ça va. Toutes ces démangeaisons, comme elle est encore petite, elle n'arrive pas à s'arrêter. Donc, elle se gratte à sang. On retrouve sa couette, son oreiller plein de sang, même sur le mur. J'ai découvert ça hier, d'ailleurs, en faisant ses draps. J'ai des traces de sang sur son mur. Ça fait peur les premières fois, forcément. On voit du sang, on se demande d'où ça vient. Et puis après, on comprend, on la voit sur les bras, dans les oreilles surtout. Où c'est des croûtes et c'est un cercle vicieux parce que ça cicatrise, donc ça la gratte par-dessus et on ne s'en sort pas. Sur certaines zones, on ne s'en sort pas. C'est difficile au sein de la famille, forcément, puisque comme elle est irritable et fatiguée, ça joue sur nos nuits, surtout les miennes. Je vais l'avouer, papa a de la chance, il a le sommeil plus lourd. Donc, c'est sur moi que ça retombe. Donc, moi aussi, en fait, je suis très fatiguée et je peux être irritable aussi. J'ai moins de patience, forcément. Donc, c'est vraiment... les conséquences sont sur la famille aussi. C'est pas que à son niveau, du coup. Et c'est... voilà, les disputes sont plus fréquentes pour tout le monde. La patience, comme je disais, est plus limitée, donc vis-à-vis d'Oriana, vis-à-vis de la grande sœur Léona, c'est pareil, ça devient compliqué. Oriana, avec la fatigue, comme je l'ai dit, elle est irritable, mais elle peut être aussi méchante des fois envers sa sœur. Ça lui arrive elle n'a pas la patience en fait. Hein, donc la moindre petite remarque de sa sœur, elle va la taper, elle va lui tirer les cheveux. J'ai l'impression que c'est plus que ce qu'il faudrait entre sœurs, j'ai envie de dire. C'est les disputes entre sœurs, on connaît tous, je pense, mais là, c'est vraiment de la méchanceté presque gratuite parfois, et je mets ça sur le compte de cette fatigue constante pour elle.
même si, voilà, je pense qu'elle le comprend. Elle comprend ce qui lui arrive, elle comprend pourquoi elle se gratte, mais elle est encore petite pour vraiment prendre du recul et réussir à se dire il faut que je m'arrête de me gratter, il faut que je prenne sur moi. C'est encore difficile. Et puis au niveau de ses traitements, elle a tout. Hein. Elle a tout ce qu'on a évoqué, elle les a et ça continue à être Rite rebelle hein, qu'on n'arrive pas du tout à contrôler. Et malgré tout, faut le dire, ça reste une petite fille adorable quand même et qui grandit bien. Et c'est ce qui nous rassure, c'est que voilà, si on la rencontre comme ça, on ne se rend pas compte qu'elle est malade et qu'elle se gratte toute la nuit et même la journée. C'est ce qui nous rassure aussi. Je pense que moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci. Donc, c'est vrai que vos différentes présentations ont permis d'illustrer les différentes pathologies assez rares qu'on peut voir chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, ainsi que les traitements possibles pour améliorer les symptômes sur le prurite aujourd'hui. Quelle est la place des IBAT chez les enfants qui sont porteurs de maladies génétiques rares comme ça, qui en bénéficier et qui sont résistants effectivement au premier traitement. J'en profite pour remercier le laboratoire Mirum qui soutient également cette séminaire. Voilà, donc aujourd'hui, si on regarde les AMM, il y a deux maladies qui ont l'AMM pour l'utilisation des IBAT, qui sont les PFIC, donc, avec un spectre qui est... il y a deux molécules sur le marché, un spectre qui est plus étroit pour l'un, limité aux IBAT, au PFIC, l'autre qui va être un peu plus large, et puis le syndrome d'Alagille. Il y a des études en cours dans l'atrésie des voies biliaires, c'est pas tout à fait un hasard. On a choisi celle-là, puis c'est vraiment une maladie prurite le plus gênant, invalidant, pour voir s'il pourrait aussi bénéficier à ces enfants. Ça marche pas à tous les coups, mais quand même, non, pas à tous les coups. Mais les fois où ça marche, c'est assez impressionnant. Les familles et les enfants sont complètement transformés dans leur traitement. C'est pour ça que je disais que c'était, en tout cas sur le prurite, c'était quand ça marchait spectaculaire. On le voit notamment par la baisse aussi des acides biliaires totaux, qui sont en général très élevés, et dans les formes qui répondent s'effondrent, enfin se normalisent, en tout cas baissent de façon significative, avec là aussi des cut-offs de succès qui commencent à sortir des études. L'enjeu, me semble-t-il, et ces études sont en cours, c'est de regarder maintenant le long terme, si au-delà de l'amélioration de ce symptôme qui est crucial, tant bien, je connais, c'est différent quand on est professionnel que quand on est parent. Mais donc, au-delà de ce bénéfice tout à fait net, l'espoir, ou en tout cas les questions, l'attente qu'on a de vérifier qu'au long cours, ça pourrait empêcher, retarder, transplantation par exemple, une évolution fibrogène. Ça, c'est pas raison. L'espoir, tout de même, c'est une nouvelle molécule. Donc, nous avons une question à ce propos. Maman d'Oriana, est-ce que prescrire un IBAT à cette patiente indiqué? Elle l'a déjà eu, hein. Elle avait déjà eu, c'est ça. La question, c'est pour prescrire un inhibiteur d'IBAT à la fille de la patiente qui vient de témoigner. C'est fait. Et ça n'a pas... Ce sont des médicaments qui ont eu une AMM extrêmement récente et on attendait avec impatience. Vous vous souvenez, vous avez eu un accès précoce. Non, il n'y a pas de... C'était tout juste. Oui. Vous étiez une des premières à pouvoir en bénéficier, parce que, évidemment, le temps que les autorités de santé statuent, donnent et que ça soit délivré, il peut se passer un temps. Mais oui, c'est fait. Madame Doré posait une question. Oui, juste avant, il y avait la question de la place pour la graphie. Oui, ici, pour la cholestase gravidique. Oui, salut Sarah, merci pour ta question.
C'est une question qui n'est pas simple. Alors, on a la possibilité d'utiliser la rifampicine pendant la grossesse. Alors, quand on regarde les différents textes, on lit entre les lignes que c'est faisable. En pratique, j'ai plutôt le sentiment que quand on arrive à traiter, je ne parle pas des situations de cholestase de la grossesse avec mutation génétique sévère, parce que c'est une situation bien particulière. Mais au cours de la cholestase gravidique sans maladie hépatique et sans mutation génétique, globalement, quand on débute l'aciduxo relativement vite, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à une escalade en quelque sorte de médicaments antiprurigineux, même si dans certaines situations, on a besoin d'avoir recours à d'autres médicaments. C'est quand même plutôt un signe, à mon sens, qu'il faut chercher autre chose que la seule cholestase gravidique, le fait qu'il y a encore un prurite malgré le traitement par aciduxo, un prurite sévère. Et c'est là où, en effet, peut-être dans votre cas, où la question de la mutation génétique doit se poser, si vraiment le prurite ne répond pas à l'aciduxo. Alors, pour répondre clairement, la rifampicine, oui, c'est possible. Les autres médicaments, évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, en particulier le Questran, parce qu'il faut reconnaître que, alors je ne suis pas une femme, donc évidemment, je n'ai pas été confronté à la situation, mais les modifications du goût pendant la grossesse font que le Questran n'est quand même pas un truc bien ragoûtant, et parfois quand même très difficile à prendre. Vous confirmez. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir que je le goûte, ce Questran du corps, parce que j'ai quand même beaucoup de patients et de patientes qui me disent que c'est vraiment quand même la consistance vraiment moyenne. Donc c'est vrai que ça c'est quand même une limite. Mais en tout cas, oui, la rifampicine potentiellement peut être utilisée sans risque vraiment significatif. Vous avez une question de Madame Doré de l'association de patients AMFE. Concernant la prescription des inhibiteurs d'ASBT, est-ce que le Livmarli pourrait être prescrit très tôt dans la vie du bébé, et donc comment évaluer l'intensité de prurite chez des très jeunes nourrissons? Merci Madame Doré pour votre question. Effectivement, c'est un challenge. D'être pédiatre, globalement, ça peut être un challenge. Mais les tout petits bébés comme ça, c'est pas forcément simple d'évaluer. Et déjà parce qu'ils sont tout neufs et qu'ils peuvent avoir des symptômes. Enfin, le symptôme, c'est pleurs, ou c'est inconfort, ou c'est on n'arrive pas à le calmer, on ne sait pas pourquoi, ou il dort pas, on ne sait pas pourquoi. Et donc ça va être, bien sûr, on peut pas lui faire remplir l'échelle visuelle analogique. Et donc, du coup, ça va être surtout beaucoup d'observations dans l'évaluation sur ces bébés-là. Et c'est attirer le regard des parents sur les endroits où ces bébés ils savent faire, parce que nous les adultes on va se gratter un peu partout avec les mains et ça va se voir. Les bébés ça va plutôt être ils vont se frotter les oreilles, ils vont frotter les yeux, et donc on va avoir à certains endroits des épaississements de la peau, de la pachydermie. On peut quand même avoir, alors on va pas avoir les lésions de prurite avec les griffes parce que leurs ongles sont mous, parce qu'ils savent pas diriger leurs membres, mais en tout cas il y a dans l'observation quand même la possibilité d'évaluer cette intensité de prurite. Et puis, dans certaines pathologies, et notamment quand un diagnostic de PFIC a été fait, dont on sait qu'il y a du prurite, on va être attentif à si ce bébé, justement, il est difficile à endormir ou s'il se réveille, etc. Ça va être pris en considération dans l'escalade thérapeutique et dans la réévaluation des thérapeutiques. Si je rebondis sur vos deux autres questions, Madame Doré, le premier, c'est est-ce que si on le donne tôt, on pourrait ralentir ou empêcher ou mieux contrôler le prurite? Alors, c'est pas ce qu'on a fait. On a d'abord essayé la rifadine, l'acide urso, et quand on a vu que ça répondait pas, on a escaladé, mais pas encore dans une stratégie de mettre en place d'emblée ces IBAT dès qu'un diagnostic d'une maladie cholestatique prurigineuse est fait. Je pense que cette stratégie-là, donc c'est probablement pertinent, ou c'est peut-être pertinent, mais on n'a pas la réponse à cette question. Ce que je mentionnais, c'est-à-dire d'avoir une idée de l'effet de ce médicament au-delà du prurite sur l'histoire naturelle de la maladie est un élément très important. Si évidemment, dans les PFIC ou certaines PFIC ou dans l'alagile, on se rendait compte que les IBAT ralentissent l'évolution de la maladie, améliore le bilan hépatique. Vous savez qu'il y a des débats, parfois au début d'IBAT, on voit les transaminases qui augmentent et qui doublent, donc on a aussi des questions un peu, voilà, c'est pas complètement résolu.
traitements qui sont bien tolérés, mais c'est pas complètement résolu. Et le nombre, même quand vous regardez les études qui ont permis d'avoir les AMM, c'est quelques dizaines, maximum 100 patients. Du coup, on a besoin de beaucoup plus de données en vie réelle pour se faire une idée. Ça pourrait être une stratégie, c'est pas celle aujourd'hui. Et la deuxième, elle est très pertinente également, et personne ne connaît la réponse. Et on a vous savez, des RCP nationales au sein de la communauté là, des pédiatres impliqués dans les cholestases génétiques, où de temps en temps on se pose cette question, de dire peut-être c'est cette molécule-là qui n'a pas marché, puisqu'il y a 2 molécules actuellement, 2 IBAT sur le marché, peut-être que de la switcher une autre. C'est pas tout à fait les mêmes doses, le mécanisme est quand même extrêmement proche, en tout cas. Je l'essaierai bien, ouais. Je me permets de rebondir sur votre première question, Madame Doré, parce que en fait, ça me fait penser à un point sur l'évaluation du prurite et la minimisation, si on peut dire, des symptômes parfois. Parce qu'il est pas rare, alors je suis pas pédiatre, hein, j'ai pas l'expérience vraiment des petits avec cholestase, mais il est quand même pas rare qu'on voit en consultation des patients et des patientes à qui on pose la question du prurite en disant voilà, est-ce qu'il vous arrive de vous gratter? Ils disent oh ben non, et puis on les voit se gratter pendant la consultation, et on se dit mais attendez, là quand même je suis un peu surpris parce que je vous vois vous gratter un peu régulièrement. Et je pense que la mise à disposition, donc certes des inhibiteurs de la SBT, mais on va dire de tous les médicaments anti-prurite, et le fait de penser à ce symptôme prurite et de le traiter, va sans doute améliorer pas mal la qualité de vie de beaucoup de patients. Alors c'est très bien qu'on ait plus de molécules. Je fais toujours le même parallèle ce qui vaut, hein, petit côté café du commerce, mais bon, vous me pardonnerez. C'est un petit peu comme quand il y a un bruit sourd, en fait, auquel on s'est habitué tout le temps, puis tout d'un coup, le bruit s'arrête, parce qu'on a débranché l'appareil, que sais-je, puis on se dit, ah, dis donc, c'est calme. Et ben, il y a pas mal de patients qui, en fait, nous disent, non, j'avais pas l'impression de me gratter, mais depuis que vous m'avez mis ça, dis donc, qu'est-ce que je passe de bonne nuit? Et c'est tout le problème, hein, et ça fait écho à la question de l'intensité du prurite chez les très jeunes nourrissons. Je suis persuadé que si on arrive à avoir un contrôle efficace de ce symptôme prurite, il y a des choses de la vie de tous les jours. Vous parliez de l'irritabilité, du fait d'être parfois un peu agressif. On traite le symptôme, le sommeil est de meilleure qualité, il y a moins de fatigue. Enfin, c'est en réalité un phénomène de domino, plutôt vertueux en réalité. Et en fin de compte, avoir ces nouveaux médicaments, je pense, va beaucoup changer le quotidien. Il faut bien sûr qu'on évalue la sécurité, donc ça c'est absolument indispensable. L'effet biochimique, ça c'est plutôt pour nous, médecins adultes, parce que on a pour l'instant une discussion de place thérapeutique dans le symptôme prurite, mais pas forcément dans l'histoire naturelle des cholangiopathie. On a encore du boulot, donc ça c'est bien, c'est plutôt positif. Mais il faut se réjouir de la mise à disposition de ces nouvelles stratégies moléculaires, parce que ça va changer le quotidien de nos patients. Dans la cholangie biliaire primitive, il y a des études en cours avec ces IBAT? Oui, il y a des études avec 2 IBAT différents, alors uniquement dans le symptôme prurite. C'est vraiment pas sur l'effet en tout cas, on espère peut-être identifier avec notamment 2 essais que je pense, avec le Devixibat et le Linerixibat. On espère avoir en effet le Volixibat, pardon, on espère avoir un effet biochimique qui pour l'instant n'est pas démontré, mais c'est probable. Tout l'enjeu est de savoir si cet effet un peu biphasique, c'est-à-dire augmentation du bilan hépatique et ensuite amélioration, va être confirmé. Mais pour l'instant, la place de ces molécules, qui pour l'instant n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, j'insiste lourdement, j'espère que ça va changer, elle est vraiment pour le symptôme d'hémangiose. D'accord. Des molécules très prometteuses, on attend l'efficacité chez nos patients qui vivent mal leur maladie de ce symptôme qu'il faut dépister très tôt. Est-ce que nous avons encore quelques minutes pour les questions, si vous en avez? Moi, j'ai une question pour vous, Madame Bloch. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de patients qui me disent, je veux avoir votre sentiment. J'ai plusieurs patients qui m'ont dit, mais vous savez, le regard des autres quand on se gratte, c'est vachement dur à accepter. Parce que quand on se gratte, quand quelqu'un se gratte, on a envie de se gratter. Non, mais bon,
On se pose la question, là là, mais est-ce qu'il ou elle n'aurait pas un problème peut-être contagieux? Plusieurs patients m'ont fait la remarque en me disant, mais vous savez, quand même, en société, j'ai envie de me gratter, c'est horrible, mais en fait, je laisse mes mains sur mes cuisses parce que sinon, on va me regarder comme si j'étais pestiféré, quoi. Mais je pense que c'est dans beaucoup de maladies, ça, le regard des autres peut être difficile. Ça, c'est vrai que, alors bon, quand on est adulte, on peut se contenir. Oui. Et là, dans le cadre de rien, c'est pas possible. Partout, en fait, même dans les magasins, des fois, elle se met la main dans le pantalon, elle essaie de se gratter. Non, tu peux pas. On essaie nous-mêmes de lui faire prendre les bonnes manières, on va dire, mais c'est difficile. Est-ce qu'elle a développé des stratégies de défense, de protection vis-à-vis de ce symptôme en dehors des médicaments? Difficile à son âge. Oui, à son âge, c'est difficile. Très. C'est là peut-être quand même qu'il faut insister sur le rôle important des discussions des personnes qui le souhaitent, hein, avec les associations de patients, justement, parce que c'est quand même pas simple. Moi, je suis pas pédiatre, tu vois, mais j'ai plusieurs patientes atteintes de cholangite biliaire primitive pour expliquer que ça leur avait fait du bien aussi. Hein. Évoquer ça simplement un peu. C'est ça, en fait, on se sent seul. On se sent seul quand même, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est extrêmement rare. Donc oui, en parler comme ça, même à des personnes qui ne connaissent pas, ça fait du bien. Mais vous êtes impliqué dans l'associatif? Un petit peu. Dans vous échangez sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de... sur les réseaux, c'est ça, il y a des groupes. Il y a des groupes de parole, de parents. Voilà, c'est ça. Quand je me sens concernée ou quand je peux apporter mon témoignage, je le fais. Et vous avez des petits trucs en dehors de ces règles qu'on donne, l'histoire de la température, plutôt pas trop les bains, la douche, etc. Ça, on le fait. Le froid, oui. Des petites choses on se rend compte que oui, le froid, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Alors, il y a un moment où je lui mettais un linge en fait humide dans sa chambre à disposition, mais en fait, ça a marché une nuit, 2 nuits, et puis c'est tout. Mais on essaie de trouver les petits trucs, le crème, le masque à la lasse. Donc, on fait de temps en temps, mais ça l'énerve quand je lui dis on va mettre la crème. Non, j'ai pas envie. Non, puis elle s'habitue vite. Laisse-moi tranquille. Donc voilà, on essaie. Alors le choix des vêtements, ça on s'y tient. On essaie vraiment de privilégier le coton. Et puis après avec les pulls, c'est toujours compliqué. Mais du coup on met les manches longues en dessous et puis les pulls par dessus. Mais de toute façon on voit bien que dès qu'elle peut. Le soleil, c'est quelque chose? Il l'a fait, mais pas cette année. Pourtant, il améliore, oui. Plusieurs. Les 2 étés précédents, de mai à fin septembre, octobre, on était tranquille. Et puis là, cette année, on avait espoir, mais pas du tout. J'ai un patient qui avait un prurite sévère pour une PFIC qui est parti habiter la Corse, parce que quand il était en vacances en Corse, il se grattait beaucoup. Et on n'avait pas les IBAT, etc. Et la famille a choisi d'aller habiter la Corse parce que c'était le seul endroit. C'est pour ça que je posais la question sur le soleil et plusieurs personnes. C'est pas une information pour dire que tout le monde doit déménager en Corse. Pas beaucoup d'hépatologues en Corse. Pédiatres en tout cas. Les adultes, c'est pareil. Mais si ça se sait, on va perdre de l'activité. Ça commence à m'inquiéter. Créer une clinique. C'est ça. Une cholestatique à Ajaccio. Oui, ça va. Pourquoi pas. Profiter des beaux jours lorsqu'ils arrivent. Voilà. Je pense que la clôture est webinaire. Merci à tous et à toutes d'avoir participé et merci aux orateurs pour l'intervention. Le webinaire est enregistré et bonne journée à vous. Merci. 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 Au revoir.